Bonjour à tous, alors je vous retrouve bien sûr pour parler ici du résultat des élections, des tendances sociales de fond que cela indique pour notre pays et bien sûr des conséquences sur les marchés qu'on peut en retirer pour les mois à venir et au-delà. Alors, avant de commencer, je voulais parler de distinction entre théorie du complot et non-théorie du complot. Une fois de plus, hein, je pense que vraiment ceux qui suivent les théories du complot de façon générale pour essayer de comprendre ce qui se passe en ce moment ne sont vraiment pas dans la bonne voie. Si vous commencez à croire à ce genre de choses, vous risquez d'avoir de gros problèmes de prévision, de compréhension de ce qui va arriver dans les années à venir. Alors, la raison est très simple, c'est que aucune personne, aucune même entité extraterrestre ou tout ce que vous voudrez, même avec un QI de 3000, n'est en mesure de pouvoir contrôler ou d'anticiper à long terme les évolutions d'un système aussi complexe qu'une société à 8 milliards d'habitants. C'est quelque chose qui est de nature chaotique. En économie, on n'arrive déjà pas à prévoir efficacement ce qui va se passer à horizon de 3-4 ans. Donc inutile de vous dire qu'un comploteur aussi génial qu'il soit ne pourra certainement pas contrôler quoi que ce soit dans une société aussi complexe, aussi nombreuse que la société actuelle. C'est complètement absurde d'imaginer ça. On voit bien d'ailleurs les dirigeants qu'on a en ce moment sont globalement tous de qualité assez médiocre et ils se plantent beaucoup dans leurs actions qu'ils provoquent. Donc le premier d'entre eux, c'est Emmanuel Macron, évidemment. Je pense qu'il a sincèrement cru qu'avec sa dissolution, il aurait pu emporter la partie, qu'il aurait une réaction de rejet des élites, parce que c'est quelqu'un qui vit dans sa bulle hors sol d'universaliste, qui est convaincu que rien n'existe en dehors de l'universalisme, et que donc les idées universalisme ne peuvent que s'imposer partout. Voilà, évidemment il a perdu son pari maintenant, plus ou moins on va dire. De l'autre côté, on a un président des États-Unis actuellement quelqu'un qui est semi-sénile. Je pense pas que ce soit non plus que Joe Biden soit en capacité de comploter quoi que ce soit ou même de diriger quoi que ce soit. Son adversaire principal, Donald Trump, au moins lui n'est pas sénile, mais c'est quand même pas non plus quelqu'un de spécialement brillant, je pense, et c'est pas non plus quelqu'un qui, sur le plan mental, a une stabilité extraordinaire. Hein. On le voit avec la façon dont il s'exprime et tous ses excès. Vladimir Poutine a engagé son pays dans une guerre qui n'apportera certainement aucune bonne conséquence de long terme pour la Russie, hein, si son objectif est d'arriver à créer une grande Russie. Il est quand même en train d'affaiblir économiquement son pays, de le rendre très dépendant de la Chine. C'est pas non plus, voilà, donc il y a des exemples comme ça, il y en a plein partout dans le monde, hein. Ursula von der Leyen à la tête de l'Union européenne n'est pas non plus quelqu'un de très brillant. Voilà, on est dans l'ultra-conformisme universaliste et puis c'est tout. Donc vraiment, je ne crois absolument pas aux théories du complot. Par contre, je crois énormément au fait que ce sont les dynamiques de foule de long terme qui créent des mouvements, les évolutions sociales, les évolutions économiques dans le monde. Donc les travaux de personnes qui étudient ces dynamiques de foule, ça par contre, ça m'intéresse beaucoup. Il y a par exemple Philippe Fabry, hein, que j'avais sous-estimé au départ, je le considérais, je le voyais comme un ultra-atlantiste, donc il y avait plein de biais à cause de ça, mais il a un track record quand même intéressant, malgré son atlantisme à mon avis excessif, et malgré le fait qu'il a tendance, il a un biais d'accélération, donc il a tendance à voir les choses arriver souvent un peu trop vite, il le reconnaît d'ailleurs lui-même, mais ses réflexions sont quand même très intéressantes, hein. Je vous mettrai un lien en dessous de la vidéo. Donc globalement, sur le long terme, en ce moment, on est toujours dans un monde post-Seconde Guerre mondiale.
On a eu la Seconde Guerre mondiale et ses atrocités, et après, en réaction à cette Seconde Guerre mondiale, il est apparu la Déclaration des droits de l'homme de 1948, hein, donc vous avez ici des extraits dont je vais vous parler, et l'idée générale que la philosophie issue de cette Déclaration des droits de l'homme représentait quasiment la perfection, et donc elle avait vocation à être appliquée universellement dans tous les pays du monde, et qu'une fois que ce serait le cas, on aurait des nations qui seraient unies et qu'on n'aurait plus jamais de conflits de type Seconde Guerre mondiale, et que tout le monde vivrait plus ou moins harmonieusement sur la planète. Évidemment, c'est une utopie complète, hein, c'est absolument pas réaliste de penser ça, mais c'est le courant de pensée qui s'est imposé à peu près partout dans le monde occidental en tout cas, hein, pas partout dans le monde, très loin de là. Et les représentants de ce courant de pensée, maintenant, contrôlent tous les rouages de la société. Hein. Donc, tout l'éducation nationale, on a le gouvernement, les instances européennes, le Sénat, etc. Et du coup, comme ils contrôlent tout mouvement qui contesterait cet universalisme est désigné comme non légitime, comme extrême, etc. Donc ça sont des idées qui ont quand même maintenant 80 ans, qui commencent à beaucoup vieillir. Dans ces idées, je vous ai mis quelques articles qui peuvent prêter, notamment, qui peuvent être très contestables, hein, qui sont les articles 22, 23, 24, 25, qui sont d'inspiration socialiste si on lit entre les lignes. Il faut bien comprendre qu'au moment où cette déclaration des droits de l'homme a été rédigée, après la Deuxième Guerre mondiale, on avait un parti communiste très puissant. On avait donc le bloc communiste faisait partie des vainqueurs. Le parti communiste en France était à 25%, voire plus. Donc il y a un peu de ce communisme qui s'est transféré, qui a infusé la Déclaration des droits de l'homme, pas complètement évidemment, et qui a donné ce genre de choses. Donc voilà, quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante, lui assurant une existence conforme à la dignité. Tout le monde a droit au travail, tout le monde a droit au repos et au loisir, donc au congé payé, a droit à la sécurité sociale. Donc il y a pas mal de droits comme ça, donc le droit à la sécurité en cas de chômage, les soins médicaux. Bon, il y a beaucoup de droits, mais les devoirs en face ne sont pas précisés. Donc on peut tout à fait interpréter ces articles comme étant indus. On a tous droit à l'alimentation gratuite, au logement gratuit, au confort gratuit, etc. Et c'est ce que des mouvements de gauche aujourd'hui prétendent, hein, alors que la réalité, c'est que si vous voulez avoir la sécurité sociale, si vous voulez avoir de bonnes conditions de vie, il faut produire les richesses nécessaires en face pour cela, évidemment. Donc c'est un droit qui est conditionné en même temps à une activité productive suffisante. On a l'article 14 aussi, hein, qui pose problème sur le droit d'asile. Hein, toute personne a le droit de chercher asile. Et là aussi, devant la persécution, mais qu'est-ce que c'est que la persécution? C'est quelque chose de très vague. Et on a aussi, à un moment, hein, dans la Déclaration des droits de l'homme, il y a quelque chose qui implique une sorte de solidarité entre pays. Alors je vais retrouver l'article, hein, donc voilà, c'est l'article 22, hein, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, tout le monde a droit à la sécurité sociale, à la satisfaction des droits économiques, sociaux, culturels. Donc là, il y a ça implique une sorte de redistribution internationale, si on lit bien cet article 22, là aussi, qui est tout à fait contestable. Hein. On peut parfaitement dire que c'est à chaque pays de produire ses richesses, c'est ce que je crois, hein, moi, de produire ses propres richesses et de faire en sorte d'assurer de bonnes conditions à ses citoyens. Mais c'est pas aux Français, pour moi, de payer pour l'ensemble du monde à ce niveau-là. Donc voilà pour cette déclaration des droits de l'homme. Vous voyez qu'il y a quand même des choses qui sont à mon avis contestables, hein, même si globalement, bien sûr, il y a des tas de bonnes choses dans cette déclaration.
Et ces choses contestables, aujourd'hui, elles posent des problèmes avec l'immigration de bas niveau que nous avons, avec l'assistanat qui progresse, avec l'insécurité également qui est la conséquence de l'immigration de bas niveau, notamment qui flambe aussi en France. Et ça crée logiquement une montée en puissance de mouvements de droite souverainiste parce que les autres partis politiques refusent jusqu'ici totalement de répondre aux soucis qui apparaissent dans la société. Donc ça c'est une première chose. Pour la suite, on est à mon avis sur une tendance de fond de perte de vitesse de ces idées universalistes parce qu'il y a les problèmes de notre époque qui apparaissent. C'est une tendance de fond inexorable. Les mouvements souverainistes montent. Ils progressent partout dans toutes les sociétés et à l'autre extrême, ce que Philippe Fabry dit très bien, on a des mouvements islamo-gauchistes globalement, des mouvements on va dire communautaristes qui sont absolument pas non plus dans la ligne de ces droits de l'homme. Donc les idées universalistes sont grignotées des deux côtés de l'échiquier politique. Donc raison pour laquelle elles sont en perte de vitesse et que c'est à mon avis une tendance qui va se prolonger. Alors ça, c'est un mouvement qui ne va pas se faire instantanément. Vous n'allez pas avoir d'un coup, après le 7 juillet ou après 2027 ou dans un an si on redissout l'Assemblée, ce qui est assez probable. Vous n'aurez pas d'un seul coup le basculement vers une majorité, un contrôle total du RN sur le pays ou je ne sais quoi. Sont des tendances qui se produisent sur 5 ans, 10 ans, 15 ans. Je pense que le RN, la droite souverainiste, arrivera au pouvoir. Jusqu'ici, c'était un parti qui était, on va dire, de droite populiste pure. Donc, par le mot populiste, j'entends que ça vient du peuple, c'est-à-dire que les soucis qui apparaissent dans une société frappent d'abord les classes les moins aisées, celles qui n'ont pas le moyen de se protéger des conséquences, par exemple, de l'insécurité ou autres. Et ensuite, au fur et à mesure que les problèmes progressent, ils vont toucher une part croissante de la population, donc ça va vers les retraités, ça va vers d'autres personnes, et de plus en plus de personnes, du coup, se rejoignent ce courant qui était au départ uniquement populiste, et à ce moment-là, on va commencer à avoir des élites qui vont arriver dans le courant souverainiste de plus en plus, et qui vont mieux structurer le mouvement. Tout ça, c'est une chose qui prend du temps, mais qui, à mon avis, est complètement inexorable. Alors, c'est pas non plus le fait qu'il y ait de plus en plus d'immigration qui va enrayer le mouvement, puisqu'à un moment, si les choses se dégradent suffisamment au niveau sécurité, au niveau violence, etc. Dans le pays, même les descendants de personnes issues de l'immigration, qui ont maintenant la nationalité française et qui sont françaises comme vous et moi, finiront par rejoindre le mouvement souverainiste parce qu'elles seront excédées de la dégradation des conditions de vie. Un bel exemple, je trouve que c'est ce qui s'est passé à Mayotte au cours de cette élection, où vous avez donc une femme noire musulmane qui a été élue haut la main en tant que représentante du groupe RN, Mayotte étant un cas extrême d'immigration totalement incontrôlée qui dévaste ce département. Et du coup, voilà, c'est un bon exemple qui montre que il peut y avoir un basculement, y compris chez des personnes qui sont issues de minorités, qui sont issues de l'immigration, si les conditions se dégradent suffisamment. Voilà. Donc ça c'est pour le long terme. Donc à long terme, je pense que le mouvement souverainiste va s'imposer en France à cause des dynamiques sociales de long terme qu'on a et qui finira même par s'imposer dans toute l'Europe également, mais que ça va pas se faire d'un coup du jour au lendemain, ça sera quelque chose de progressif. Et un jour, il y aura d'autres idées que les idées, peut-être que dans 40 ou 50 ans, il y aura un autre cycle d'idées qui va remplacer les idées souverainistes. Ça, c'est l'évolution de l'histoire normale.
Euh, alors maintenant sur le court terme, ce qui se passe, c'est qu'on a un pays qui est ingouvernable. Personne n'a gagné, hein, évidemment. La gauche voudrait gouverner. En face, elle a les centristes et le RN. Les trois blocs sont grosso modo de taille presque équivalente. Euh, le plus probable, à mon avis, maintenant, Emmanuel Macron a clairement dit qu'il refusait de gouverner avec la France insoumise. Du côté des écologistes, il y a pas mal d'extrémistes aussi, genre Sandrine Rousseau et autres, qui n'ont rien à envier à ce qui se fait de pire à la France insoumise. Euh, donc il va avoir du mal à former une majorité entre Ensemble et gauche. D'autant que la gauche, les députés socialistes sont un peu liés avec leur engagement au nouveau Front populaire, dans lesquels ils sont vraiment engagés à être alliés avec LFI. La solution alternative, c'est que donc Macron essaye de former une minorité de gouvernement avec LR ou des pactes de gouvernement avec LR, en comptant sur le fait que le Rassemblement national ne votera pas de motion de censure face à ce gouvernement. C'est une hypothèse tout à fait qui est possible, hein, qui n'est pas garantie, mais qui est possible. Le RN, en ce moment, je pense qu'il a envie de gagner en termes de respectabilité aux yeux de l'opinion, de dire nous, on n'est pas là pour mettre le bazar dans le pays, donc on laisse faire plus ou moins ce gouvernement qui a été élu. On ne va pas voter de motion de censure avec la France insoumise, on ne peut pas faire ça. D'attendre tranquillement que la situation pourrisse, que la crise économique achève de discréditer la minorité, le gouvernement centriste qui irait rassembler des LR et peut-être un petit peu de sociodémocrates pour rafler la mise cette fois-ci massivement d'ici, soit l'an prochain s'il y a une nouvelle dissolution, soit un petit peu plus tard. Pour moi, ça peut être une stratégie tout à fait plausible. Alors, ce que la gauche va essayer de faire dans ce cas, ça sera de mettre la pression par la rue, d'essayer de mettre des grèves, d'essayer de mettre des émeutes. Là aussi, si on a une situation un peu insurrectionnelle, je pense pas du tout que le RN va vouloir rajouter de l'huile sur le feu en votant une motion de censure pour faire tomber le gouvernement qui sera en place à ce moment-là. Parce que ça serait encore faire le jeu de la gauche et ça serait le décrédibiliser en tant que force alors qu'il a besoin de rassurer l'opinion. Donc pour moi, on risque vraiment d'aller vers une situation où un gouvernement type gouvernement technique Attal pourrait encore durer quelques mois, voire quelques trimestres, jusqu'à ce que la crise économique partant des États-Unis fasse son effet et rende la situation impossible en France. Alors les effets je me suis posé la question, si on a des insurrections modérées qui sont ensuite rétablies, ou lors des ensuite rétablis par un gouvernement technique, un gouvernement plus minoritaire, les conséquences qu'on aurait sur le CAC. Alors si on regarde une insurrection de faible intensité comme le mouvement des Gilets jaunes, il n'y a pas eu de conséquences. Alors il y a bien eu une baisse du CAC entre octobre 2018 et le début de l'année 2019 ici, mais le DAX a baissé exactement dans les mêmes proportions, et quand vous faites le ratio entre CAC et DAX, vous voyez qu'à l'époque des Gilets jaunes, on n'a vraiment pas eu de sous-performance du CAC par rapport au DAX, donc on peut dire que des mouvements d'intensité Gilets jaunes ne posent pas de problème en termes boursiers. Si on passe maintenant à une insurrection de type mai 68, alors là oui, on pourra avoir des problèmes plus important, mais là aussi ça se passerait vraiment à court terme, un petit peu sur le modèle de la crise du Covid. En mai 68, donc la bourse de Paris avait été incendiée, elle avait fermé pendant plusieurs séances, donc c'était quand même des événements costauds sur le plan boursier. Ça ne pourrait plus arriver aujourd'hui puisque maintenant tout est numérisé, et si des manifestants entraient à la bourse de Paris pour tout saccager, c'est pas pour ça que ça arrêterait les activités de cotation. Si on regarde le graphique de ce qui s'est passé sur mai 68, donc ici c'est le site franceinflation.com,
il n'y a pas eu non plus de mouvement énorme quand même suite à cette insurrection. On a eu un petit creux quand même, une petite baisse et très rapidement les marchés ont rebondi derrière et finalement l'année 68 a été plutôt bonne pour la bourse de Paris. Ce qui a posé problème après, c'est évidemment la crise inflationniste de la décennie 70. Donc tout ça pour vous dire que, à mon avis, sur les mois qui viennent, le scénario le plus probable ne serait pas défavorable pour la bourse de Paris si on a un gouvernement technique minoritaire à dominante centriste qui arrive à se maintenir en France. Ça, c'est pour le court terme. Pour le plus long terme, le gros problème, ça va être la récession aux États-Unis, évidemment, qui va arriver en France, qui aura plus de conséquences en France qu'ailleurs, puisqu'elle arrivera sur un exécutif extrêmement divisé, extrêmement affaibli. Et là, évidemment, je ne sais pas ce qui peut se passer, mais on pourrait avoir une nouvelle dissolution dans un an, hein, après le délai légal de un an, dans l'espoir de clarifier la situation si elle devient vraiment intenable. Et si ce n'est pas le cas, la situation risque vraiment de pourrir. Et à ce moment-là, on risque d'avoir de l'agitation sociale, des mouvements sociaux plus ou moins violents à répétition, jusqu'à ce qu'une majorité claire, très probablement souverainiste, de droite souverainiste, arrive à s'imposer dans le pays. Donc ça, c'est voilà pour les scénarios que je vois. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ce contexte-là? Dans tous les cas, je dirais que pour les mois qui viennent, j'ai pas encore de signaux d'alarme de récession clairs aux États-Unis. Donc on peut partir du principe que tant qu'on n'a pas ces signaux d'alarme aux États-Unis, globalement les marchés mondiaux vont continuer à bien se tenir. Et ça ne vous coûte rien d'augmenter la part de votre portefeuille qui n'est pas corrélée aux actifs français, puisque de toute façon, dans le meilleur des cas, c'est-à-dire où il n'y a pas d'insurrection grave en France sur les mois à venir, les marchés français monteront en même temps que les autres marchés. Ils monteront peut-être un peu plus vite parce qu'ils ont du rattrapage de la baisse post-élection à faire, mais les autres marchés monteront quand même. Donc il n'y a pas de problème à diversifier vers des actifs non français. Et dans le pire des cas, c'est-à-dire des événements insurrectionnels plus graves en France, vous serez très content de ne pas être exposé au risque politique français. Alors échapper au risque politique français, il y a 3 façons de le faire. La première façon, évidemment, c'est d'acheter des actions sur les marchés émergents, ce que je vous propose, par exemple, dans le portefeuille anti-effondrement. Donc là, on sort du risque français complètement. Deuxième façon, qui est tout aussi efficace et à mon avis tout à fait intéressante en ce moment, c'est d'acheter des actions du secteur matières premières, donc de l'or physique, des mines d'or, évidemment des valeurs pétrolières, gazières et quelques autres valeurs du secteur matières premières, puisque là vous êtes sur des marchés mondiaux, donc ce qui peut arriver, ce qui peut se passer en France, ça n'a pas trop d'importance, hein, ça n'en a même quasiment aucune. Et ensuite, vous avez, même si vous voulez rester à l'intérieur des actions françaises, vous avez des actions qui sont absolument pas corrélées au risque français, dont toute l'activité se produit à l'étranger. Je pense par exemple à l'action Vallourec. Donc maintenant, depuis l'arrivée du nouveau et excellent PDG qui a magnifiquement redressé l'entreprise, l'activité est complètement orientée sur l'Amérique, avec des centres de production au Brésil, en Amérique du Sud, les clients qui sont principalement en Amérique du Nord et un petit peu au Moyen-Orient. L'activité restante de Vallourec en France, elle est anecdotique, et s'il y avait des émeutes massives en France, ça ne poserait aucun problème à cette action Vallourec qui, à mon avis, est intéressante. J'en ai dans mon portefeuille d'ailleurs. Mais donc voilà, là je vous parle de stratégie qu'on peut avoir à un horizon de temps de 3-4 mois, 6 mois maximum, on verra en fonction des indicateurs de récession. Ensuite, il y a le risque de récession aux États-Unis qui quand même commence à se pointer, on commence à avoir des signaux de ralentissement économique, on n'a pas encore les alertes sur les indicateurs de récession court terme, mais le ralentissement économique commence à revenir.
Donc là, quand on aura les alertes franches, il faudra être capable de passer en cash sur une part importante de son portefeuille. Si vous regardez les cœurs de tendance de marché baissier, même en phase inflationniste, même sur l'année 73, il n'y a pas vraiment d'abri en dehors du cash. Même les valeurs pétrolières baissent, même les mines d'or baissent pendant ces moments, ces paroxysmes de marché baissier. Ça ne dure pas très longtemps. Mais ça sera profitable, à mon avis, quand on sera en récession, d'avoir du cash et des positions baissières en quantité importante avant de revenir massivement sur le secteur des matières premières, parce que la sortie sera de toute façon inflationniste. Je garderai quand même, quand on entrera dans cette récession, si elle arrive, une exposition relativement significative au secteur matières premières, parce que il y a toujours des scénarios alternatifs qui sont possibles, ou une sortie de crise plus rapide si les gouvernements déversent massivement, comme ils l'ont fait pendant le Covid, du cash. Donc il ne faut pas être non plus à 100% en cash, hein. Une part, voilà, je pense que à ce moment-là, je serai à 40 ou 50% en cash, largement assez pour pouvoir faire de bonnes spéculations sur position baissière, et le reste investi en actions matières premières, en valeur de rendement très décotées, etc. Donc voilà pour ces quelques commentaires post-élection. Donc une fois de plus, hein, chercher à comprendre le monde en fonction des grandes dynamiques de foule. C'est certainement pas en cherchant des comploteurs géniaux que vous arriverez à comprendre les évolutions futures de long terme qui vont nous arriver sur les 5 ans, 10 ans, 15 ans à venir.